Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré les dirigeants français, allemands et britanniques à Londres ce lundi pour ce que Friedrich Merz a qualifié de moment décisif pour les pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre entre Kiev et Moscou. À l'issue de ces entretiens, le chancelier allemand s'est déclaré sceptique quant à l'accord de paix soutenu par les États-Unis. We are still and remain strongly behind Ukraine and giving support to your country because we all know that the destiny of this country is the destiny of Europe. So that's the reason why we are here, trying to figure out what we can do. And nobody should doubt on our support for Ukraine. Les Européens devraient assurer la majeure partie des garanties de sécurité si un cessez-le-feu est conclu. Depuis la divulgation fin novembre du plan de paix de Washington qui favorise fortement Moscou, les alliés européens de l'Ukraine se démènent pour obtenir une place à la table des négociations. And now I think the main issue is the convergence between our common positions, Europeans and Ukrainians, and the US to finalize these peace negotiations and re-engage a new phase in the best possible conditions for Ukraine, for the Europeans and for our collective security. Ces réunions interviennent après que le président américain a critiqué son homologue ukrainien. Donald Trump a déclaré dimanche aux journalistes que Kiev n'avait pas lu sa proposition de paix. Volodymyr Zelensky est quant à lui arrivé à Bruxelles ce lundi soir pour des entretiens avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et les dirigeants européens, dont Ursula von der Leyen et Antonio Costa. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a rejeté toute tentative d'ingérence politique en réponse à un document controversé récemment dévoilé par l'administration Trump et baptisé Stratégie de sécurité nationale des États-Unis pour 2025. Le document critique vertement l'Union européenne, ses institutions, ses régulations ainsi que sa gouvernance, l'appelant à changer de cap et à se saisir rapidement du sujet de l'immigration ou à faire face, je cite, à un effacement civilisationnel. Le document indique également qu'il soutiendra les partis patriotiques partageant les mêmes idées à travers le continent pour cultiver la résistance. On a des différences sur notre vision du monde. Mais ça va au-delà de ça. C'est certes que cette stratégie continue à parler de l'Europe en tant qu'allié. C'est bien. Mais si on est des alliés, on doit agir en tant qu'alliés. Et les alliés ne menacent pas de l'interférence dans la vie, dans le choix politique intérieur de ces alliés. On les respecte. On respecte la souveraineté des uns et des autres. Sûrement, plusieurs Européens ne partagent pas la même vision que les Américains sur des différents sujets. Et c'est naturel qu'ils ne partagent pas la même vision qu'on a. Ce qu'on ne peut pas accepter, c'est cette menace d'interférence dans la vie politique de l'Europe. Les États-Unis ne peuvent pas remplacer les citoyens européens pour choisir quels sont les bons partis et les mauvais partis. Les États-Unis ne peuvent pas remplacer l'Europe sur la vision qu'on a de la liberté d'expression. Washington affirme que son objectif est d'aider l'Europe à changer sa trajectoire actuelle, un sentiment que les législateurs européens ont qualifié d'inacceptable. S'il est appliqué par les États-Unis dans les prochaines années, ce document marque, selon de nombreux analystes, un tournant historique dans la politique étrangère vis-à-vis du vieux continent. Les deux principaux syndicats portugais ont appelé à une grève générale pour protester contre un nouveau paquet de mesures sociales annoncé par le gouvernement de Luís Montenegro. Prévue pour le 11 décembre, cette grève générale sera la première depuis 12 ans dans le pays. La dernière a eu lieu pendant la crise économique lorsque le Portugal a dû faire face à un plan de sauvetage. Le gouvernement reste ferme et affirme que ces mesures visent à accroître la flexibilité du marché du travail. Que estão a aparecer e a florescer na nossa economia. E, portanto, a questão que se coloca, e é séria, é esta. Uma greve geral, porquê? Uma greve geral para reclamar o quê do governo e do poder político? A greve é política. A greve motiva aqueles que nunca chegarão a acordo, não querem chegar a acordo, a CGTP, e mobiliza os outros que, sinceramente, caíram na armadilha da CGTP. Mais l'opposition prétend qu'il s'agit tout bonnement d'une atteinte aux droits des travailleurs.
O Sr. Primeiro-Ministro o que está a fazer com esta proposta é de lançar os mais jovens na precariedade, nos recibos verdes e na economia informal. Pode ter a certeza e vai contar com isso. Quanto mais conhece o conteúdo, mais razões há para o combate, mais razões há para uma grande greve geral que ponha o caminho que se impõe, salários, dignidade, respeito por quem trabalha, tempo para viver, para desenvolver o país, a economia e para dar força também às micro, pequenas e médias empresas. La grève devrait toucher l'ensemble des services publics et du secteur privé avec les transports, les aéroports et les hôpitaux parmi les plus affectés. Depuis le week-end dernier, une nouvelle bataille oppose l'Union européenne à Elon Musk. Dans un post sur sa plateforme X, celui-ci affirme que l'Union européenne devrait être démantelée. Des propos qui peuvent choquer, mais que l'homme le plus riche du monde distille depuis déjà un certain temps. Remontons à juillet 2024. Elon Musk affirme que Bruxelles lui a proposé un accord secret et illégal pour censurer la parole. En réalité, il s'agissait d'une procédure de conformité standard proposée à chaque plateforme, mais le milliardaire l'a utilisée pour se présenter comme une victime. Puis, en août 2024, la Commission européenne a envoyé une lettre d'avertissement formelle réclamant le respect de la législation européenne. En réponse, Musk a tweeté un mème pas très diplomatique en citant le film Tonnerre sous les tropiques. Fin 2024, les paroles se sont transformées en actes. Il a conseillé aux électeurs allemands de soutenir le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland, puis il s'en est pris aux juges italiens en charge des questions d'immigration, affirmant qu'ils doivent partir. La bataille actuelle de Musk porte sur l'amende de 120 millions d'euros infligée à X. Il ne s'agit pas de censure, mais de fraude à la consommation. Vendre des vérifications à n'importe qui, y compris à des robots, empêcher activement les chercheurs de consulter les données publiques et dissimuler qui paye réellement les publicités que vous voyez. Un puissant séisme de magnitude 7,6 a frappé lundi la côte nord-est du Japon, poussant l'agence météorologique à déclencher une alerte au tsunami. Les autorités ont déployé une force d'intervention d'urgence et ordonné l'évacuation de près de 90 000 personnes. Mais l'alerte concernant des vagues destructrices a été écartée peu après 3 heures du matin, heure locale. Des spécialistes ont cependant mis en garde contre la possibilité de nouvelles secousses, voire d'un tremblement de terre bien plus puissant dans cette zone sismique très active. Takaichi Sanae, la chef du gouvernement japonais, a admis cette possibilité d'un tremblement de terre majeur, mais a tenté de rassurer la population en demandant à tous de respecter les mesures de sécurité et de penser d'abord à sauver leur vie, la chose la plus précieuse. Fin de citation. Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 50 km dans la mer du Japon. Au moins 30 personnes ont été blessées, la plupart dans un hôtel, mais aucun décès n'a été signalé. Les services ferroviaires le long de la côte nord-est ont été interrompus et des milliers de personnes ont été privées d'électricité. Des inspections de sécurité ont été menées dans plusieurs centrales nucléaires après le tremblement de terre, tirant les leçons de la catastrophe de Fukushima en 2011, mais aucun dégât majeur n'a été signalé sur ces installations. 47 camions d'aide humanitaire sont entrés ce dimanche dans la bande de Gaza. Depuis le début de la fragile trêve il y a 2 mois, le programme alimentaire mondial a déjà distribué plus d'1 million de colis, couvrant ainsi près de la moitié des besoins de la population de l'enclave. Cette aide a été mise en place dans 59 points de distribution de nourriture au total, mais de nombreux Palestiniens restent sceptiques. Selon eux, ceux-ci ne distribuent que de faibles quantités d'aliments comme de la farine, des haricots et des lentilles. Avant l'offensive israélienne, les colis pouvaient contenir des conserves de poissons et des pots de confiture. يعني كانت انه تجد الاسره غذاء فيها وفائده ولكن كراتين الطرود الغذائيه الخاصه ببرنامج الغذاء العالمي لا تغني ولا تسمن من جوع. بدنا ايش تنفع بناتي بالمره معهم سوء تغذيه فمش عارفه ايش اعمل معاهم. Certaines familles à Gaza n'ont reçu aucun colis d'aide humanitaire en 6 mois. Au poste frontière, l'armée israélienne continue d'inspecter chaque cargaison, déterminant quelle organisation humanitaire peut entrer dans l'enclave ou pas. Selon les Nations Unies, près de 90 000 tonnes d'aide sont bloquées au point de passage, incapables d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Près de 17 000 empreintes de dinosaures ont été découvertes par des paléontologues dans une région montagneuse de Bolivie. Les chercheurs californiens ont passé 6 ans à explorer 9 zones différentes avant de découvrir qu'elles étaient toutes reliées entre elles, ce qui en fait le plus grand site préhistorique du monde. Écoutez le directeur du parc, Toro Toro.
Es el hallazgo más importante del mundo que se puede observar. 1.700 rastros de huellas se encontraron y más de 16.000 huellas simplemente en esta zona. Si hablamos más del parque, de todo el parque nacional, podremos encontrar miles y más. Des empreintes de pas à 3 doigts pourraient avoir 60 millions d'années et provenir de troupeaux entiers de dinosaures. On a également trouvé des traces de spécimens allant jusqu'à 10 mètres et même des tyrannosaures. Ces animaux étaient si énormes que leurs pattes laissaient même des empreintes dans la roche selon les scientifiques. Le site a été découvert dans les années 60 à une époque où les habitants croyaient que des monstres hantaient la région. Les agriculteurs locaux écrasaient fréquemment les ossements qu'ils rencontraient ou labouraient la zone, détruisant ainsi des restes qui étaient inestimables pour la paléontologie. Des milliers de coureurs vêtus de costumes rouges et blancs ont envahi les rues de la capitale hongroise dimanche à l'occasion de la 10e édition de la course des Pères Noël. Organisé par l'Office des sports de Budapest, cet événement communautaire amusant qui se déroule le long des rives du Danube était ouvert aux adultes et aux enfants. Selon les organisateurs, environ 4500 Pères Noël ont participé à la course sur 3 distances, 900 mètres, 2,3 km et 5 km. Une flexibilité qui rend la course ouverte à tous et la transforme en véritable rencontre multigénérationnelle. Plus de 15% des participants avaient moins de 10 ans. Le but de la course est double pour les organisateurs, promouvoir la pratique sportive pour tous les âges, même au milieu de l'hiver, et faire une collecte de cadeaux pour les enfants pris en charge à Noël par l'association SOS Village d'enfants.